1920, la romancière américaine Edith Wharton, alors âgée de 57 ans, publie un roman intitulé « Le temps de l'innocence ». Ce livre raconte l'histoire de Newland Archer, jeune homme cultivé de la haute société new-yorkaise de la fin du XIXe siècle, dans laquelle l'autrice a grandi. Lectrice du sociologue Herbert Spencer, Edith Wharton s'y livre à une observation quasi ethnographique de cette bulle sociale qu'est le vieux New York, système clos où les relations sociales sont très codifiées. Le roman met à découvert le cœur de cette société, le moteur qui fait tourner le système, à savoir la jeune fille, en tant que produit social. La jeune fille de la haute société new-yorkaise de la fin du XIXe siècle est un artefact, un produit fabriqué par ce que Wharton appelle un système de mystification. Les jeunes filles sont fabriquées pour tout ignorer de la vie et en particulier de la sexualité. La jeune fille doit être innocente, elle ne doit avoir aucune expérience de l'amour, afin, dit Wharton, que le mari puisse dominer dans le futur couple, qu'il puisse garder l'initiative et le contrôle. Mais le plus fort dans cette affaire-là, ce n'est pas ce système en lui-même. Le plus fort, c'est que les acteurs principaux de ce vaste système de mystification, ou plutôt, devrais-je dire, les actrices, sont les femmes, les mères, les grands-mères et les tantes, éduquent soigneusement leurs filles, petites filles et nièces, pour qu'immuablement leur sort soit toujours le même, pour que la société puisse demeurer ce qu'elle est, même si le prix à payer est une forme de mort pour les individus qui la composent. Mais pourquoi faut-il que les femmes soient ainsi infériorisées ? Pourquoi faut-il instaurer une telle différence entre les hommes et les femmes ? En fait, l'universalité même de ce phénomène semble précisément pointer vers une explication naturaliste. Autrement dit, si les femmes sont universellement considérées comme inférieures, n'est-ce pas tout simplement qu'elles le sont, que c'est dans leur nature ? Le grand dictionnaire universel du XIXe siècle, publié de 1866 à 1876, pose à l'article femme la question suivante. En quoi consiste l'infériorité intellectuelle de la femme ? Que lui manque-t-il ? C'était il y a 150 ans. Wharton, alors, aurait tort. Si les jeunes filles de la fin du XIXe siècle sont innocentes, ce n'est pas parce qu'elles sont artificiellement fabriquées par la société, mais c'est qu'il s'agirait d'une innocence naturelle, certainement liée à leur infériorité intellectuelle naturelle. Et la perte de l'innocence caractéristique des jeunes femmes d'aujourd'hui tiendrait alors au fait qu'on ne respecte plus cette innocence naturelle des jeunes filles, mais que l'environnement social, imprégné de sexualité, leur imposerait de trop tôt de savoir. Alors, infériorité naturelle des femmes ou système élaboré de mystification ? Pour tenter de répondre à cette question, je propose de m'appuyer sur la pensée d'une autre femme, l'anthropologue française Françoise Héritier, à qui je voudrais par là rendre hommage. Françoise Héritier, née en 1933 et décédée en 2017, s'inscrit dans la tradition de pensée de Claude Lévi-Strauss, à qui elle a succédé comme professeure au Collège de France, inaugurant la chaire d'études comparées des sociétés africaines. Dans le premier volume de son ouvrage « Masculin-féminin, la pensée de la différence » paru en 1996, elle s'intéresse à ce phénomène universel qu'est l'infériorité des femmes. L'observation ethnographique, puis les études ethnologiques et anthropologiques qui en découlent, mettent bien en évidence l'universalité de ce phénomène qu'elle appelle la valence différentielle des sexes. Dans toutes les sociétés, en tout cas celles qui ont pu être observées à l'époque où Françoise Héritier travaille, la différence sexuelle n'est pas neutre, elle n'est pas purement qualitative, mais plutôt envisagée sur le mode d'une hiérarchie en faveur du masculin. Ce rapport hiérarchique intéresse l'anthropologue dans l'étude des rapports de filiation, et en particulier au niveau des termes employés pour désigner les relations familiales. En effet, si les termes de père, mère, frère, sœur, etc. sont universels, ils ne s'appliquent pas aux mêmes personnes selon les sociétés.
Toute société a ses règles de filiation, mais ces règles sont différentes et obéissent à des logiques propres que l'anthropologie structurale cherche à dégager. Les anthropologues constatent que les dénominations des liens de parenté ont tendance à être poreuses et à se traduire les unes dans les autres. Par exemple, dans une société à filiation dite patrilinéaire, c'est-à-dire où la transmission du nom et de l'héritage passe par le père, le rapport frère-sœur peut être traduit comme un rapport père-fille. C'est pas nécessaire, mais ça arrive, ça peut se faire. Autrement dit, la sœur a avec son frère un rapport d'infériorité et le frère a donc une autorité sur elle, c'est un peu comme un père. On pourrait alors s'attendre à ce que ce rapport soit inversé dans les sociétés à filiation dite matrilinéaire qui existent aussi. Dans ces sociétés où la filiation passe par la mère, le rapport frère-sœur donc est à dominance féminine et devrait alors se traduire, quand c'est le cas, par un rapport mère-fils, où l'autorité donc reviendrait à la sœur. C'est ce qui serait logique. Or, Françoise Héritier constate qu'il n'en est rien et que dans ces sociétés, les rapports réels d'aînesse interviennent et font changer la logique des appellations. Le frère aîné d'une femme n'est jamais considéré par elle comme fils ou comme équivalent de fils. Seul le frère cadet peut l'être. Ainsi, même si ces systèmes de filiation postulent une dominance, entre guillemets, du féminin sur le masculin au cœur de la relation entre un frère et une sœur, toutes les conséquences n'en sont pas tirées, dit Françoise Héritier, même dans le seul registre de la dénomination. Et elle conclut, c'est un fait d'observation générale que la domination sociale du principe du masculin. Mais ici, dans les sociétés de type matrilinéaire où le rapport donc sœur aînée, frère cadet donne quand même l'autorité au frère, plus jeune sur la sœur, ce qui est le cas donc d'après notre auteur de toutes les sociétés matrilinéaires observées, la hiérarchie symbolique va dans le sens inverse, si on peut dire, de la hiérarchie biologique, dans la mesure où, biologiquement, étant donné l'antériorité chronologique de sa naissance, on pourrait considérer que la sœur aînée devrait être considérée comme supérieure, si supériorité il doit y avoir, à son frère cadet. Or, elle ne l'est pas. C'est donc, dit toujours notre auteur, que la hiérarchie vient d'ailleurs. Elle s'emploie alors à montrer que la valence différentielle des sexes doit être ajoutée aux 3 principes fondamentaux de l'ordre social, tels qu'ils ont été établis par Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss a en effet montré que toute société repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, la prohibition de l'inceste, qui correspond à l'impératif pour les hommes d'épouser des femmes considérées comme étrangères à leur clan. Deuxièmement, la répartition sexuelle des tâches, quel que soit le contenu de cette répartition. Et enfin, la reconnaissance sociale d'une forme d'union sexuelle. Ces 3 principes relèvent de la construction même du social, chez Lévi-Strauss, et de ce qui lui permet de fonctionner. C'est pourquoi ils sont universels, sans être naturels. Ce sont des règles qui conditionnent la possibilité de toute société. Or, Françoise Héritier propose d'ajouter un 4e principe à cet ordre social, celui de la valence différentielle des sexes. Autrement dit, cela signifierait que le fait de considérer le féminin comme inférieur au masculin constituerait rien de moins qu'une condition de possibilité de toute société. Mais alors, il semble que nous soyons dans une situation pas beaucoup plus favorable aux femmes que tout à l'heure. Car si l'infériorité des femmes n'est plus justifiée par la nature, ce qui la rendait indépassable, le fait de la poser comme la condition de possibilité de toute société la rend tout aussi implacable, puisque cela revient au fond à dire que certes, l'infériorité des femmes est construite, que c'est un produit social, mais qu'une société dans laquelle les femmes ne seraient pas considérées comme inférieures aux hommes n'est tout simplement pas possible. En fait, ce n'est pas exactement ce que veut dire Françoise Héritier, ou en tout cas, elle n'est pas aussi pessimiste. Elle pense que l'infériorité féminine et la supériorité masculine sont des constructions sociales, que ces constructions sociales sont des invariants des sociétés humaines, mais que c'est en exposant au regard ces racines extrêmement profondes qu'on peut non pas les extirper, mais diminuer leur pouvoir. Paradoxalement, comprendre pourquoi l'infériorisation des femmes est nécessaire dans l'imaginaire humain le plus profond est une condition
pour elle, est peut-être la condition pour faire un sort à cette infériorisation. Il faut donc aller plus avant et se demander d'où vient la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire en quoi elle est utile et même nécessaire au fonctionnement des sociétés humaines. Ou en tout cas, en quoi elle semble absolument indispensable sous peine d'ouvrir le risque du chaos. Pour répondre à cette question, quelques mots sont nécessaires sur la méthode de travail de Françoise Héritier. En tant que structuraliste, elle envisage l'étude des sociétés sur le modèle de l'étude du langage. De même que les mots dans le langage sont signes de la pensée, les éléments de la vie sociale de telle ou telle société sont pris comme signes de la pensée générale de cette société et des structures inconscientes auxquelles elle obéit. Il faut alors distinguer dans ce langage les éléments fondamentaux, comme un alphabet, et les phrases qui peuvent être composées à partir de cet alphabet. Sachant que la comparaison a au moins comme limite ici le fait que l'alphabet dont il va s'agir chez Madame Héritier est universel, contrairement aux alphabets des langues humaines. Pour elle, l'alphabet en question, l'alphabet dont il s'agit, ce sont les données corporelles, qu'elle appelle le butoir de la pensée, au sens où ils en sont le point de départ ultime. L'idée fondamentale est que malgré la très grande diversité observée dans les représentations et l'organisation des sociétés humaines, cette diversité n'est pas infinie, car elle consiste en des variations sur un thème fondamental unique, thème donné par le corps humain. Tout part du corps, c'est lui qui donne les unités conceptuelles fondamentales et indépassables à partir desquelles la pensée humaine s'élabore. Ces unités conceptuelles fondamentales sont ajustées et recomposées selon diverses formules logiques possibles, inconscientes, que l'anthropologue cherche à déterminer, mais qui ne sont pas infinies. Quelques exemples de ces données élémentaires. Premièrement, la vie est portée par le sang. Deuxièmement, il faut des unions sexuelles pour qu'il y ait grossesse. Troisièmement, les femelles engendrent, ou les femmes, en tout cas les femelles dans les espèces qui ne sont pas hermaphrodites, engendrent des femelles, mais aussi des mâles. Ce très simple agencement de faits, d'expériences tout à fait ordinaires, a suscité la réflexion des hommes dans toutes les sociétés. D'où proviennent ces substances corporelles? D'où proviennent le sang et le sperme? Par quel mécanisme se constituent-ils dans le corps? Quels rapports entretiennent-ils? Que se passe-t-il lors de la conception d'un enfant? À ces questions, les hommes fournissent des réponses complexes sous forme de théories élaborées, visant à produire une vision cohérente du monde. Chaque groupe humain sécrète sa propre théorie, dont il n'est pas forcément conscient, évidemment, et ces théories sont dénuées de fondements scientifiques, mais de manière étonnante, ces théories sont assez semblables. Dans la pensée grecque, par exemple, en particulier chez Aristote, mais aussi chez Empédocle et Hippocrate, on trouve une théorie selon laquelle le masculin est chaud et sec, il est associé au feu et à la valeur positive, et le féminin, froid et humide, est associé à l'eau et à la valeur négative. Cette chaleur du masculin, c'est ce qui lui permet de cuire le sang. Et c'est la coction du sang qui produit le sperme. Au contraire, la femme étant froide, parce qu'elle perd du sang involontairement, ne peut produire que du lait, substance moins parfaite que le sperme. C'est donc le principe mâle qui introduit l'enfant dans le corps de la femme, celle-ci n'étant qu'un réceptacle. Mais ce que remarque Françoise Héritier en comparant ces théories grecques avec celles d'autres sociétés, c'est que si le contenu de ces oppositions binaires, de ces différences peut changer, la différence elle-même demeure. Et le côté féminin est toujours du côté de l'inférieur, que celui-ci soit posé du côté du chaud, du côté du froid, et de la passivité, tandis que celui du masculin est supérieur et actif. Certes, ces théories font sourire, mais la réponse apportée à l'article femme du grand dictionnaire universel du XIXe siècle que j'évoquais tout à l'heure est très claire. À la question de savoir ce qu'il manque à la femme pour être aussi intelligente que l'homme, la réponse est de produire des germes, c'est-à-dire des idées. On peut noter au passage que c'est seulement en 1875 que l'allemand Oskar Herwig observera au microscope la fusion des noyaux d'un ovule et d'un spermatozoïde et démontrera que dans la reproduction humaine, le mâle et la femelle interviennent à égalité. Jusque-là, plusieurs théories s'opposaient, mais en donnant toujours donc un rôle actif au côté masculin. C'est cela que Françoise Héritier appelle la pensée de la différence.
L'idée qu'elle propose est que c'est sur la base de ces données biologiques liées à la procréation que les êtres humains ont été amenés à construire toutes les autres différences, toutes les oppositions qui structurent la pensée humaine. Haut, bas, droite, gauche, chaud, froid, sec, humide, etc. Ces différences particulières sont élaborées sur la différence fondamentale, la différence masculin-féminin, différence qui implique une hiérarchie. Mais pourquoi cette pensée de la différence et pourquoi cette hiérarchie ? En fait, le principe de cette pensée de la différence, ce n'est pas le sexe, mais la fécondité. Les hommes, les mâles, auraient été profondément perplexes devant ce pouvoir des femmes d'engendrer tous les enfants, non seulement les enfants femelles, mais aussi les enfants mâles. Elles font des enfants semblables à elles, mais elles font aussi des enfants différents d'elles. La domination masculine est fondamentalement le contrôle, l'appropriation de la fécondité de la femme au moment où celle-ci est féconde. Et ce contrôle est rendu possible par le handicap qui double le pouvoir de fécondité. La femme enceinte ou qui allait a une moins grande aptitude de mobilité que l'homme. L'entrave à la mobilité n'implique pas pour autant une infériorité des aptitudes physiques ni des aptitudes intellectuelles, et cependant, elle a pu entraîner un certain type de répartition des tâches au sein des sociétés préhistoriques d'hommes chasseurs-cueilleurs. Le contrôle social de la fécondité des femmes et la division du travail entre les sexes sont vraisemblablement, conclut l'anthropologue française, les deux pivots de l'inégalité sexuelle. On voit donc alors en quel sens la valence différentielle des sexes constituerait ce quatrième pilier de l'organisation sociale dont il était question tout à l'heure. Elle permet aux hommes de contrôler le pouvoir de la fécondité. D'aucuns semblent penser que la domination masculine, si elle a vraiment existé, relève du passé. Ils s'inquiètent de voir ce qu'ils envisagent comme une absurde guerre des sexes, empirer dans des revendications sans fin et possiblement compromettre toute possibilité de relations apaisées et constructives entre les hommes et les femmes. Il y a ici quelque chose de vrai. Mais pour qu'une paix soit une vraie paix, elle ne doit pas être voulue par simple horreur ou lassitude de la guerre. La période où s'exprime la colère peut sembler longue, mais elle n'est rigoureusement rien face à la longueur de la période de domination. En tout état de cause, vouloir la raccourcir artificiellement ne produirait qu'une paix tronquée et provisoire. Ce qu'a voulu montrer Françoise Héritier, c'est la profondeur et l'ancienneté inouïe des représentations collectives qui nous habitent tous et rendent si difficile, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, la reconnaissance même de la domination. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé important, en m'appuyant sur elle, de tenter de donner un aperçu de la force de ces représentations. Mais elle dit dans l'introduction de son ouvrage, elle dit ceci qui, me semble-t-il, peut nous rendre quand même optimistes. L'action est possible parce que le réel n'est pas entièrement déterminé, certes, mais aussi parce que aucun système de représentation n'est clos totalement sur lui-même. Merci.